Bonjour mesdames et messieurs, vous faites bien de regarder Mikouba Télévision, vous êtes dans votre magazine d'e-sport débrief, votre émission où nous allons décortiquer aujourd'hui un sujet très bouillant. Nous allons parler des Léopards de la RDC avec cette qualification historique à la Coupe du Monde 2026. La question qu'on s'est posée c'est après une question qui semble être petite, mais qui vaut la peine puisqu'il s'agit de l'avenir du football congolais. On voudrait tous voir cette équipe nationale participer régulièrement à toutes les phases finales de la Coupe du Monde, mais ça passe par une organisation à la base. On va en parler, mesdames et messieurs, dans les grands débriefs, puisque ça fera les grands sujets aujourd'hui. On va faire le point notamment sur la Ligue des champions de l'UEFA, tout en vous donnant aussi les tirages au sort de la CAN I17 qui sera organisée du côté du Maroc. La RDC prendra part à cette compétition pour la première fois dès son histoire. On reviendra sur l'issue de la phase classique de la l'INAFoot première division, puisque nous connaissons déjà les 5 clubs qualifiés sur les 8 pour le play-off. On reviendra avec un peu plus de précision, et pour en parler, nous avons ici déjà un familier, quelqu'un qui est habitué à cette émission. C'est Corneille Cédric Moukendi à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Noé, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Mikouba. Merci de l'invitation et très content de parler des Léopards de la RDC qui se sont qualifiés 52 ans après pour une première Coupe du Monde. À notre époque, c'est un plaisir. Allez, très content de vous avoir sur ces plateaux. Nous aurons également pas un habitué, mais quelqu'un que vous allez découvrir, c'est Franck Matondo à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Noé, bonjour également à l'ensemble de l'auditoire sportif en train de nous consommer en ces nets moments. Allez, tout va bien, j'espère. Oui, tout va bien, hein. Très très bien. Et surtout, Cédric ne vous impressionne pas lui là? Ah bon, vous savez, lorsque nous sommes dans le monde sportif, il n'y a que le fair play qui règne. Donc cette histoire de se dire non, impressionné ou c'est sous-estimé quelque part, non. Je pense déjà que c'est un confrère. Non, c'est le fair play. Hein. Allez, mesdames et messieurs, on ouvre tout de suite ça avec des briefs. Allez, vous le savez tous, mesdames et messieurs, après cette qualification historique, 52 ans après, les Léopards de la RDC ont retrouvé la phase finale de la Coupe du Monde. C'était tellement historique. Mais j'aimerais d'abord savoir pour Cédric, comment avez-vous vécu ces moments-là? Vous savez, il y avait d'abord de l'effervescence, de l'émotion et surtout un sentiment de joie. Un sentiment de joie, pourquoi? Parce qu'il y a une génération 74 qu'on nous a tant vanté, on nous a parlé de cette génération, et surtout que la République démocratique du Congo demeure à ce jour la première équipe de l'Afrique subsaharienne à pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde. Et depuis 74, pas seulement moi, je pense que tous ceux qui sont nés après 74 n'ont jamais vu la RDC se qualifier pour une phase finale de la Coupe du Monde. Alors, le match contre la Jamaïque, non seulement c'était un match de football, mais également c'était l'espoir de toute une nation. Parce qu'il faut ici le rappeler que la RDC est l'unique nation au monde à pouvoir au moins jouer 13 matchs pour se qualifier à la Coupe du Monde. Un long parcours. Voilà, un très long parcours qui a d'abord commencé par la phase classique ici en Afrique. Nous sommes passés par là, nous sommes allés aux éliminatoires dans la zone Afrique, qu'on a réussi à écarter les Lions indoptables du Cameroun, mais également les Super Eagles du Nigeria. Et nous nous sommes retrouvés dans cette finale. Moi, j'ai vécu ces moments-là, c'était spécial personnellement pour moi, pas seulement pour moi, pour tout l'ensemble de tous les Congolais. Et je me dis, ça a été les matchs les plus suivis dans ces pays. Et ma fierté, c'était qu'il n'y avait pas les Congolais du Sud, il n'y avait pas les Congolais du Nord, il n'y avait pas les Congolais des zones sous occupation. Tous unis comme un seul homme. Unis comme un seul homme, à l'émission comme on l'a toujours dit. Ouais. Et on était tout justement résolument engagés à regarder notre pays disputer la Coupe du Monde. Donc personnellement, ça a été un moment très spécial pour moi. Et moi, je me disais que c'était au moins le bout du tunnel parce qu'on attendait ces moments depuis très longtemps. Et vu que nous ici, qui avons suivi cette équipe nationale depuis 2017, lorsqu'elle a été éliminée au Stade des Martyrs, 2022 par la Tunisie, 2022 par le Maroc, 2025 chez nous à domicile contre le Sénégal. Donc c'était très spécial pour nous. Et je me dis, pour la première fois, le peuple congolais était optimiste quant à la victoire finale de Léopards et c'est chose faite. Allez, Franck, pour vous, quel est le sentiment qui vous a animé sur place après le coup de sifflet final sur cette rencontre qui semblait déjà être longue, puisque ça s'est décanté lors des prolongations? Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile.
un match de football de qualification qui s'est joué entre deux journées. Et c'était un sentiment de joie, c'est qu'il faudrait d'abord retenir. Il y a cette histoire qui était en train de nous être racontée. Non, il y a eu notre équipe nationale qui était la première nation à aller à une phase finale de la Coupe du Monde. Et cette histoire, maintenant, la vivre, c'est pratiquement un grand bonheur. C'est qu'on aura aussi de quoi dire à la génération future avec fierté et pourquoi pas avec toute insistance, c'est dire que non, j'ai vécu durant ces temps-là. C'est une fierté, quoique Cédric venait d'épingler ici que ça pouvait faire déjà 13 matchs joués pour nous amener à une qualification probable. Alors bon, c'est pas du tout un problème. Le plus important dans ces challenges, c'était d'arriver au bout. Et le bout, c'était la qualification qu'on a eue. Et cela est en train de nous enchanter tant bien que mal. Allez, c'était super cool de regarder ces matchs, mesdames et messieurs. 52 ans après, c'était l'émotion partout. La foule était vraiment en liesse de partout, même ici à Colosie. Mais, mesdames et messieurs, un accueil chaleureux a été organisé pour accueillir les héros. On les appelle les héros puisqu'ils nous ont ramenés à la Coupe du Monde 52 ans après, 5 jours après le match. C'est qu'on a organisé ça 5 jours après le match, c'est que vous comprenez que c'était hors la date FIFA. Tous les joueurs étaient déjà rentrés dans leur club. C'était un week-end pendant que les autres jouaient en club. Parce que nous, on a accueilli nos héros, les joueurs qui nous ont qualifiés à la Coupe du Monde. C'est qu'il y a eu des conséquences. Plusieurs joueurs sont menacés par leur club d'être suspendus. La question que je pose là tout de suite à Cédric, c'est est-ce que c'était nécessaire de pouvoir retenir les joueurs hors date FIFA pour organiser cet accueil à Kinshasa? Oui, premièrement, je ne peux pas encourager ce qui n'est pas dans les règlements. Ça, c'est la première des choses. Je pense que la faute n'était pas nécessaire alors. Oui, la faute a été déjà commise. Et c'était question d'une collaboration entre... Parce qu'il faut qu'on puisse quand même remettre chaque chose à sa place. L'équipe nationale n'est pas l'employeur des joueurs. L'employeur des joueurs, c'est leur club. Ce sont les clubs qui payent les joueurs. Les joueurs viennent jouer en équipe nationale gratuitement pour question de patriotisme. Alors, il faut également revenir pour dire que c'était également de l'émotion. Moi, je pense qu'il y a eu juste un manque de collaboration entre certains clubs, mais également avec les responsables de la Fédération congolaise de football qu'on a en général. Parce qu'il aura fallu que les peuples puissent festoyer avec son équipe nationale. Vous savez, il y a que ces joueurs-là qui peuvent vivre ces moments-là et aussi également ressentir de l'émotion. Je vais vous donner juste un exemple. Prenons un garçon comme Aaron Wan-Bissaka, qui vient d'arriver dans la tanière, qui a une culture là européenne et surtout anglaise et qui n'a jamais vécu ces moments-là. S'absenter de la fête, pour lui, c'était peut-être ne pas jouer une Coupe du Monde. Parce que vous êtes dans un pays qui a au moins plus de 120 millions d'habitants et les peuples attendaient ces joueurs-là avec beaucoup d'impatience et également beaucoup d'effervescence. Moi, j'ai dit les règles ont été violées, mais les clubs, nécessairement, ils devaient aussi fermer les yeux quant à cette situation et laisser les joueurs. Oui, ce n'est pas tout le monde qui est resté parce qu'il y a d'autres qui avaient des obligations. J'ai vu Olivier Letang, je pense, le président de l'OSC de Lille, qui s'est plaint parce qu'il attendait Chancel. Publiquement, parce qu'il attendait Chancel. Il y avait un grand derby entre les Lillois et aussi les Racing Club de Lens. Ils attendaient Chancel pour ces matchs-là. Malheureusement, Chancel, en étant capitaine, ne pouvait pas manquer également à la fête. Et il s'est plaint. Il a dit qu'ils vont déposer une plainte à la FIFA. Moi, je trouve ça un peu anormal parce que c'était une question de la collaboration. Alors, dire que la fête était excessive, moi, je ne pense pas. Et moi, je me dis, il aura fallu que les joueurs soient là pour vivre à ce moment-là. Heureusement que la majorité est restée avec les groupes. Et puis, ils ont attendu 5 jours pour revenir parce qu'il faut également regarder la distance, les trajets entre le Mexique, mais également avec l'Afrique et surtout au Congo. C'est un très long trajet. Il aura fallu organiser quand même cette fête-là avec les joueurs et aussi les accueillir. Je pense qu'ils ont été contents, et pas seulement les joueurs, mais également l'ensemble du public congolais, parce que regardez comment les Kinons sont sortis massivement pour accompagner cette équipe nationale, de l'aéroport à pied jusqu'à la grande place où ils ont été accueillis. Moi, je pense qu'il n'y a que ceux qui se qualifient pour la Coupe du Monde qui peuvent vivre ce genre de moments. Allez, on vous le rappelle que c'était sans préavis que la fédération et les autorités ont vraiment décidé de retenir les joueurs. Je les répète que c'était
hors date FIFA, c'est ce qui pose un petit problème. Même Cédric l'a dit, il n'a pas encouragé puisque la procédure a été biaisée. Il fallait demander l'autorisation de club. Est-ce que vous partagez le même avis? Oui, c'était important de pouvoir fêter, de pouvoir communier avec le public. Mais est-ce que c'était nécessaire de le faire en ce moment-là? Est-ce que c'était nécessaire de le faire en ce moment-là? Non, dans le sens que ces joueurs, dans leur club, il y avait des matchs qui devaient se jouer, la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que, au-delà du fait qu'il y a eu ces retombées, le club nous ont montré également qu'ils sont un peu, les dirigeants de club nous ont montré qu'ils sont un peu hypocrites quelque part. Dans le sens que, même si ces joueurs-là seraient venus, ils ne devraient même pas être alignés. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs joueurs qui ne sont pas alignés dans leur club. Ils ne sont pas alignés dans leur club. Et donc, c'est que moi, je peux tout simplement dire à ces propos, concernant votre question, y répondre. Je crois que c'était pas vraiment très probable. Pourquoi pas? C'était pas bien parce qu'il y a des matchs qui devaient se passer en Europe. Il y avait des joueurs qui devaient aller jouer. Il fallait leur laisser le temps d'aller jouer parce que après le championnat, il devrait y avoir encore un moment de le récupérer. Ouais. Ce moment que la FIFA devrait laisser à toutes les sélections de reprendre tous leurs joueurs et les championnats devaient être à la fin. Ça pouvait déjà donner de temps de vacances pour certains joueurs. Ça pouvait être le moment de le récupérer et du coup leur retenir parce qu'il fallait aller donner des récompenses. C'est là que c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a également un aspect très important qu'il va falloir soulever ici. Dans le sens où c'était l'unique occasion où le peuple devait fêter avec son équipe nationale. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il faut savoir qu'après cette fenêtre, ça sera déjà les préparatifs pour la Coupe du Monde. Ouais. Et la RDC ne va jamais préparer la Coupe du Monde au pays. Très sûr, ça va se passer en dehors du pays. Maintenant, vous imaginez si la qualification étant déjà acquise et que chaque joueur retournait dans son club, quand est-ce qu'on devait se revoir? C'était après la Coupe du Monde. Ça devait être trop tard. Il n'y avait pas probabilité de solliciter, par exemple, l'accord de Voyez-vous, voilà. Non, c'est là que la procédure a été biaisée. Moi, je pense que c'est ce que je disais tantôt, qu'il y a eu un manque de collaboration entre les responsables d'Econo et les clubs des joueurs tout le monde était dans l'euphorie de cette qualification. Oui, on a oublié un peu certaines démarches. C'est un peu ça. Mais moi, je pense très bien que les moments opportuns pour que l'équipe nationale puisse festoyer avec le peuple, c'était tout justement après la qualification. Mais ce qui est biaisé, c'est qu'il y a eu ce manque-là de collaboration entre les clubs et la Fédération congolaise de football. Mais mis à part ces moments, je crois bien qu'on devait se rencontrer dans les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2027 et ça devait être trop tard. Et les menaces des sanctions qui subissent actuellement plusieurs léopards dans leur club peuvent avoir des conséquences, non? Oui, ça peut avoir des conséquences, notamment avec le manque de temps de jeu qui peut se prolonger. C'est probable que certains joueurs puissent être sanctionnés. Effectivement, sans pour autant privés de quelques matchs. Voilà. Mais c'est aussi possible. Ce qui est vrai, on peut sanctionner, mais jamais avoir tort pour avoir représenté son pays. Jamais avoir tort pour avoir festoyé avec son peuple. Moi, je pense qu'à la place des joueurs, je ne regretterai jamais la décision qui sera prise par les clubs. On a besoin de la forme aussi des joueurs. On a besoin. Mais l'équipe nationale, c'est... On a besoin de la forme de joueurs. Vous voyez, c'est une phase finale qui va demander à ce que sur le plan physique, que tout le joueur soit à bon point, c'est-à-dire avec le même équilibre parfois de match, pour qu'il sache comment aussi aborder cette phase finale. Aujourd'hui, dire que non parce que c'est la fierté de la République, c'est bien, c'est la fierté, mais il ne fallait pas, au-delà de la fierté, vous voyez, bafouer votre service. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes là, puisqu'il y a mariage, par exemple, dans votre famille, que vous devrez mettre de côté
votre service. Non, il ne faut pas dire donc, dans votre famille. Vous avez un mariage, non, vous avez un mariage. Vous voyez, non. Et il y a une date fixe, il y a une date qui a été fixée par l'employeur. Et vous êtes allé au-delà de la date. Là, il faut maintenant contextualiser les choses. Pour aller dans... Non, bon, même si vous m'avez... Ce que je peux dire, cher Franck, moi je ne vous contredis pas, mais je voudrais tout justement soulever que le fait d'avoir acquis ces retards-là, je ne pense pas qu'un joueur pouvait manquer 3 matchs. Je pense un seul match seulement parce que... Aucune sanction n'est déjà officielle. Voilà, aucune sanction n'est déjà... Non, il y a aussi des sanctions qui peuvent être déposées d'abord auprès de la FIFA. Non, il y a sur le plan financier. Non, les clubs, moi je pense que la plupart des sanctions, ça se pose plutôt sur les plans financiers. Le plan financier. Il y a des primes peut-être qui seront privées aux joueurs. Peut-être il peut être mis sur les bancs, peut-être pour un ou deux matchs et puis c'est fini. C'est vrai, la phase elle est très cruciale. Pourquoi? Parce que nous tendons déjà vers la fin de la saison. Les clubs ont besoin des joueurs qui sont encore frais pour pouvoir aussi arriver jusqu'à maintenir leur forme à la fin de la saison et puis atteindre les objectifs qui sont fixés. Mais moi, je pense que les sanctions pourront peut-être être financières, mais un joueur qui a pris part à cette fête-là ne va jamais regretter. Mais Noé, je suis là, je suis qualifié avec mon équipe nationale. Et puis du coup, je sais très bien que le règlement me dit tout simplement 48 heures après la trêve internationale, je dois me retrouver déjà dans mon club. Que les joueurs signent et respectent. Oui. Mais non, après cette qualification, est-ce que le joueur ne savait-il pas ou ils n'étaient pas au courant que la fédération n'était pas encore entrée en contact avec leur club qui, pour moi, ça devait déjà leur donner une certaine idée et puis le grand plaisir de venir fêter. À l'image du mot du président de la République. De venir fêter. Parce que nous savons qu'après la trêve internationale, après le match, on sait déjà l'autre prend son vol et rentre tout ça. Dans ça, Cédric, est-ce que le joueur n'était-il pas... C'est une grande question qu'on doit se poser. Ils n'étaient pas informés du fait que peut-être la fédération... Si le joueur savait que notre fédération n'était pas... Ils n'ont pas été surpris. Non, cher Franck, ils savaient ce qu'ils faisaient alors. Cher Franck, la règle est très simple. Ils n'étaient pas surpris. La règle est très simple et elle est connue de tous. 48 heures, voire 72 heures après la trêve internationale, chaque joueur doit regagner son club. Tout dépend de la distance. C'est ce qu'a fait Ngalael Mokaou. Voilà, Mokaou, après la qualification, je pense qu'il y a même des billets qui sont réservés par les clubs pour amener les joueurs au sein de leur club. Maintenant, c'était connu de tous, même les joueurs étaient conscients. Maintenant, là, face à ces dilemmes-là, il y a ce qu'on appelle, il y a un appel. C'est l'appel à la nation. C'est la nation qui t'appelle. Donc il y a un devoir. Ces devoirs-là où on te dit, tu dois festoyer avec le peuple et puis il y a le président de la République qui t'attend. C'est ta carrière que tu es en train de mettre en jeu. Moi je pense qu'on ne va pas laisser les émotions l'emporter. On ne va pas laisser les émotions l'emporter. Ça aussi. La cause, ça c'était les émotions. Les erreurs sont commises. Les joueurs ont commis des erreurs. Mais ce qui est vrai, on ne doit pas regretter cela. Parce que moi, je vais vous juste poser la question même à ceux qui nous suivent. S'il n'était pas présent à Kinshasa, quand est-ce qu'il devait encore se rencontrer avec le peuple? Parce que vous devez savoir que tous ceux qui qualifient l'équipe à la Coupe du Monde, ce n'est pas tous ceux qui vont disputer la Coupe du Monde. Ça, c'est sûr. Tous ceux qui vont disputer la Coupe du Monde, ce n'est pas ceux qui reviendront après la Coupe du Monde. L'équipe nationale, c'est les challenges. L'équipe nationale, c'est l'égalité des chances. Il y a ceux qui entrent et également ceux qui sortent. Voyez-vous cela? Moi, je pense que c'est pourquoi j'ai dit la majorité sont restés parce qu'ils savaient que ces moments-là étaient uniques. Ces moments-là d'être transportés de l'aéroport jusqu'au lieu du meeting, c'était unique. Et ce sont des choses qu'on ne peut pas revivre 2 ou 3 fois. Moi, j'ai une question que je soulève je vous écoute. Également, Cédric, c'est en termes de crédibilité, est-ce que c'est une bonne image qu'on envoie pour notre fédération auprès des clubs? Non, ce n'est pas une bonne image. Ce n'est pas une bonne image. Et je vais aussi vous dire une chose. Vous savez que lorsque le Sénégal a remporté la CAN, il y a des joueurs qui sont allés même au-delà de la date qui a été fixée par les clubs. Est-ce qu'on va les condamner pour ça? Pourquoi on n'a pas eu des bruits, par exemple, des sorties là, ça se comprend. Pour se plaindre également du retour des joueurs. Vous savez, Noé. Notre fait, ce n'est pas de remporter la CAN. C'est juste une qualification. C'est pourquoi ça fait débat. Voilà. C'est juste une qualification. C'est là que j'ai trop vite envie de dire. C'est là que j'ai trop vite envie de dire. Les clubs te disent que tu vas fêter avec ton pays pendant une semaine et après une semaine, tu rentres. Toi, tu vas au-delà d'une semaine. Tu as déjà violé les règles. On aurait compris. C'est la même chose. Une qualification, c'est différent. C'est là qu'il y a un problème, non? C'est là qu'il y a vraiment un problème. Ok? Recevoir, revenir pour fêter, c'est très bien, on ne refuse pas. Mais il faudrait maintenant savoir quand.
Et puis, nous savons l'enjeu de cette qualification. C'est très bien. C'est pas que non, nous avons remporté le trophée ou directement le club savent non, le joueur là, il est déjà parti, il va festoyer avec le peuple et tout ça. Ici, c'est là que ça pose beaucoup de problèmes. C'est une question que je vais poser ça fait jaser, c'est à ce niveau-là. Moi, je pense que j'ai une question à poser il ne fallait pas aux joueurs de revenir eux tous ici. Il fallait. C'est ce qui a été fait. Il fallait que ceux-là qui savaient vraiment qu'ils ne devraient pas avoir de problème en club. Tout ça. Le cas, par exemple, de Wan-Bissaka. Wan-Bissaka, on sait très bien qu'il y avait. Voilà. Ils sont entrés en club. Nous avons des joueurs qui jouent dans un seul club, dans un même club. Il s'agit des Chancel, mais également des Gaël Moukau. Mais l'un est rentré et l'autre est resté. C'est ça, non? C'est ça. Pourquoi Chancel est resté? Parce que c'est par rapport à la responsabilité qu'il a également au sein de l'équipe nationale. Il savait que non, c'est je suis d'accord. C'est lui le leader de l'équipe, il devait être là, il est le capitaine, tout cela. Moi, j'ai juste une petite question à poser à Franck. C'était quoi les bons moments pour fêter? Très bien. Pour moi, le beau moment à fêter, c'est le moment où on devrait maintenant rappeler le joueur pour la préparation à la phase finale de la Coupe du Monde. Pourquoi ne pas passer d'abord par ça devrait. Oui, effectivement. Le timing ne permet pas. Tout ça, ça a été dit. Non, dans le timing, vous voulez me dire. Non, le timing ne permettait pas que les joueurs se rassemblent d'abord ici au pays. Non, c'est dit que si vous voulez évoquer le problème du timing, vous voulez m'amener sur un champ où on se dira que non, la préparation ou le préparatif ne prendront qu'une semaine ou 3 jours? Non. On sait déjà, c'est au mois de juin ici, que déjà la phase finale va débuter. C'est qu'on aura 2 semaines. Les championnats vont finir un mois avant la Coupe du Monde. Vous voyez, il y aura tout le temps de recevoir ce joueur-là. Et ça a déjà été consommé, cher Franck. Permettez qu'on entre un peu dans cette fête, puisqu'il s'est passé pas mal de choses. C'est-à-dire que je suis avec vous. Le président de la République qui aimait, par exemple, les vœux de voir les léopards de la RDC à la Coupe du Monde chaque année. Chaque année qu'il y aura la Coupe du Monde, il veut voir la RDC. Très bien. Mais il y a des préalables. Très bien. Ça passe par une bonne organisation. Très bien. Ça passe par beaucoup de choses. L'investissement également du football, l'organisation du football à la base, les infrastructures. Est-ce que pensez-vous que ça va être possible si on n'organise pas, par exemple, les championnats nationaux, si on ne sait pas investir, par exemple, au pays? C'est une bonne question, merci. Je pense que c'est les souhaits du garant du bon fonctionnement des institutions en République démocratique du Congo. Il est également le premier sportif de la RDC. Ouais. Je pense que les premiers souhaits pour le président de la République, c'était de voir la RDC disputer la Coupe du Monde. Et il tenait vraiment à ça. Si vous voyez plusieurs de ses discours, lorsqu'il essayait quand même de motiver la troupe, il disait « Je vous donnerai tout ce que vous me demanderez à condition que vous vous qualifiez pour la Coupe du Monde ». Je pense que chose promise, chose due. Et aujourd'hui, l'équipe est à la Coupe du Monde. Vouloir que la RDC participe chaque fois à la Coupe du Monde, ça ne sera pas une mince affaire. Mais le plus important, c'est de définir une bonne politique sportive. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la cible? Qu'est-ce qu'il faut attaquer? Aujourd'hui, nous sommes résolument tournés à aller séduire les binationaux. Étant donné que nous avons déjà une équipe remplie à 95%, voire même 98% des joueurs binationaux. Mais c'est quoi l'avenir pour les garçons qui jouent au pays? Parce que tout passe d'abord par une bonne organisation interne. L'organisation interne, c'est d'abord un bon championnat. Ouais. Nous, on sait la date, plutôt les coups d'envoi et aussi la fin du championnat. Ouais. Un bon championnat structuré. Hein? Très bien structuré. Très bien structuré. Hein? Les bons déroulements du championnat. Voilà. Les équipes d'âge, que ce soit les championnats d'élite, mais également la deuxième division, les équipes d'âge, le football féminin, c'est ça même le fonctionnement d'un pays en termes de football. Aujourd'hui, ceux qui ont réussi à le faire n'ont pas fait de magie. Ils ont bien défini leur politique. Ils ont vu comment ça se passe chez les autres. Et aujourd'hui, ils sont en train de suivre cette bonne politique-là. Vous cessez de nous donner l'exemple, par exemple, du Sénégal. Les exemples sont les gens. En termes de restructuration, en termes de l'organisation, en termes de bon déroulement, moi, je pense que tous les pays du Maghreb remplissent toutes ces conditions-là. Alors aujourd'hui, la chose qui manque à notre pays, ce n'est pas les talents. La RDC ne manque jamais des talents. Parce que lorsque vous êtes dans un pays qui a au moins plus de 120 millions d'habitants, nécessairement, il doit y avoir des talents. Aujourd'hui, le football chez nous ici, nous n'avons pas les écoles de foot. Hein. Mais chez les Blancs, là, il y a les écoles de foot. Chez nous ici, le football, ça se pratique même en route. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait quand même les mesures d'encadrement. Les mesures d'encadrement, tout passe d'abord par la construction des infrastructures sportives. C'est la première des choses.
Nous avons au moins un stade qui date au moins de 50 ans. Donc je pense que depuis que la RDC était qualifiée pour la première Coupe du Monde, c'est le stade que nous avons aujourd'hui. Et depuis lors, depuis plus de 50 ans, nous n'avons jamais eu un bon stade. Comment voulez-vous que les jeunes puissent se développer? Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont en train de s'immigrer vers des pays de l'Afrique de l'Est, vers les pays voisins. Pourquoi? Parce que là-bas, ça paye mieux. Mais vous êtes dans un pays où un joueur qui joue en première division, les championnats d'élite, mais qui n'a pas un contrat, il vit des primes de match. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes pensent que le football, c'est la passion. Le football n'est plus la passion. Le football est devenu aujourd'hui une industrie génératrice de recettes. Ouais. Lorsque vous voyez Kylian Mbappé, à l'âge de 23 ans, qui a une prime de signature de 50 millions, c'est-à-dire que c'est déjà une industrie génératrice de recettes. Lorsque vous voyez un garçon comme Lamine Yamal qui signe des contrats avec des moyens très colossaux, c'est déjà un travail, c'est-à-dire que toutes les charges de sa famille reposent sur lui. Donc tout ça, je pense que c'est la même chose qui peut se développer également chez nous. Vouloir que la RDC participe à la Coupe du Monde, nous sommes d'accord. Chaque année, chaque 4 ans, nous sommes d'accord. Mais à quel prix? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vois, nous avons fait un parcours des combattants. Je venais de le dire ici, on a fait 13 matchs. Mais si on était très bien structuré, est-ce qu'on allait faire 13 matchs? Non. Il y a Sénégal qui dort mieux, non? Il y a Afrique du Sud qui dort mieux, non? Il y a Maroc qui dort mieux, non? Il y a la Côte d'Ivoire qui dort mieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont bataillé, ils se sont qualifiés dans les conditions requises. Et nous aussi, on devait faire pareil. Moi, j'avais dit sur ces plateaux, je pense qu'on était avec vous, c'est que qui sait si la qualification de la Coupe du Monde relancerait le football congolais? Qui sait si la qualification de la Coupe du Monde permettrait à la RDC d'entrer dans ces cercles-là fermés des meilleures équipes africaines? Pourquoi pas? Mais tout passe par une bonne organisation. Cher Noé, nous ne sommes pas dans une période de la sélection des joueurs binationaux. Nous ne sommes pas dans cette période-là parce que le temps est déjà révolu. Il y a des sabres qui est venu, il avait une mission. Il a réussi sa mission, bravo à lui. Mais on attend encore beaucoup plus. Lorsque vous êtes dans une équipe composée essentiellement de 98% des joueurs binationaux, il faut faire en sorte de ne pas encore séduire certains binationaux. Aujourd'hui, je vois par exemple dans les réseaux sociaux aujourd'hui, on parle, non, il faut aller chercher, parce que vous avez très bien posé la question, on est qualifié à la Coupe du Monde et après? Tu vois, c'est là une question qui vaut son pesant d'or. Et après là, il s'agit des préparatifs, il s'agit de l'avenir du football congolais, il s'agit de la mission à laquelle on a assigné à cette équipe pour aller faire à la Coupe du pour aller exécuter à la Coupe du Monde. Le président de la République a été très clair. Il a dit nous ne serons pas exigeants envers vous. Mais cela ne veut pas dire de perdre tous les 3 matchs. Ça aussi. On va y arriver, cher Corneille. Et je suis avec vous, Franck. Est-ce que dans cette équipe nationale, est-ce que vous voyez vraiment une continuité, par exemple, significative pour nous qualifier chaque saison à la Coupe du Monde? Oui, il y a de l'avenir, mais il y a des préalables également. À quelles conditions pouvons-nous nous qualifier aussi comme les autres nations, comme le Sénégal, qui aujourd'hui l'objectif n'est plus de se qualifier parce qu'on sait qu'on doit participer à la Coupe du Monde, mais on pense maintenant à jouer une finale, par exemple. Noé, rêver c'est très bien, avoir des objectifs c'est très bien. Mais cet objectif peut rester une rêverie si on n'y met pas vraiment les atouts, on n'y donne pas vraiment les atouts à cet objectif pour que ça prenne cher. Il y a un premier grand défi, même avec nos binationaux. Combien sont ces joueurs-là qui jouent dans le top niveau des championnats, dans de première division? Combien sont ces joueurs-là? Un premier le problème. Et si nous pouvons encore attaquer l'aspect âge, voyez un peu avec par exemple le cas que nous avons de nos binationaux. La plupart de ces binationaux sont déjà vieillissants. C'est que ce sont des sonnettes d'alarme qui doivent maintenant nous interpeller, qu'on doit penser au plus vite comment nous pouvons faire en sorte que cette équipe puisse avoir aussi des jeunes qui pourront commencer à répondre maintenant avec une intégration de jeunes au sein vraiment de notre équipe nationale. Mais cela ne doit pas seulement se faire sur le voilà, c'est là qui arrive. Voilà. Cela ne doit pas seulement s'effectuer sur le plan international où nous devons avoir nos binationaux. Avoir des binationaux, c'est très bien. On s'est dit que non, là, ils ont une formation. Et puis, sur le plan psychologique, ce ne sont pas des joueurs qui sont plus stressés devant des grands matchs, devant des grands noms et tout ça. Ça nous donne un bouton de plus. Mais également, est-ce que nous prenons vraiment soin du sens d'une équipe nationale? Équipe nationale,
qui fait sous-entendre que c'est le retrouvail de plusieurs couches. Ici, on a aussi des joueurs nationaux et ces binationaux qui doivent maintenant venir se rallier pour former une bonne équipe nationale. Mais comment pouvons-nous arriver à un top niveau chaque saison, chaque année, en ignorant le fondement? Vous n'avez pas un fondement, vous avez tout simplement un rêve sans fondement, sans pour autant y penser à comment est-ce que nous pouvons y arriver, c'est chercher sa ruine. Pour moi, je pense qu'il est trop mieux de commencer d'abord par restructurer notre football. Pourquoi? Aujourd'hui, nous nous plaignons qu'il n'y a pas de joueurs locaux dans notre équipe nationale. Et la réponse de l'entraîneur national, il dit, non, parce que le championnat national n'est pas bien organisé, n'est pas bien structuré. Ça ne lui donne pas déjà cette probabilité ou cette possibilité d'aller chipper quelques bons joueurs dans ça. Ça, c'est sa raison. Quoique elle n'ait pas être du tout très bien aperçue, mais je m'étale d'abord sur ça. C'est que quelque part, on peut directement comprendre qu'il y a un grand problème que nous devons relever, c'est l'encadrement de ceux qui sont sur le plan national. Vous voyez, aujourd'hui, nous n'avons même plus de championnat de jeunes. Nous savions dans l'ancien temps, c'est vrai qu'il y avait des ligues qui se jouaient au sein de provinces, il n'y en a plus. Il n'y en a plus encore de plus performants, comme ça a été datant. Et aujourd'hui, vous voyez, notre Ligue nationale, notre championnat, il se joue, mais il nous laisse beaucoup de questions par rapport à sa finalité. Ouais, on sait tous, nous connaissons tous la date. Déjà, la date de la fin, c'est un peu improbable, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est là que ça nous laisse encore aujourd'hui à dire, on doit, si nous visons à ce que dans notre équipe nationale, que nous puissions avoir une équipe compacte, qu'on puisse songer aussi à mettre en place des équipes, des écoles de formation de foot. Pourquoi pas? C'est très important. Aujourd'hui, nous évoquons le problème du Sénégal. Oui. Nous évoquons le problème du Sénégal. Le Sénégal a une école de foot. Vous comprenez un peu? Personnellement, j'avais apprécié l'une des déclarations du président de la Fédération royale marocaine qui avait dit l'autre fois, chez nous, on ne célèbre plus encore les qualifications. Tu vois? Nous attendons les trophées. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis tous les moyens. Ils ont défini une politique sportive. Et aujourd'hui, si on veut parler des meilleures équipes africaines, on parle du Maroc. Parce que c'est l'équipe africaine qui a au moins la première équipe africaine à avoir disputé une demi-finale de la Coupe du Monde. Si nous voulons parler des meilleures académies, on parle du Maroc. Si nous voulons parler des belles infrastructures sportives, on parle du Maroc. Ouais. Et le Maroc va organiser la Coupe du Monde. Maintenant, aujourd'hui, la question n'est plus de savoir les joueurs locaux en équipe nationale ou pas. Tous ceux qui sont en équipe nationale sont d'abord dans un premier temps des Congolais. Yes. Qu'on se limite par là. Le Sénégal, que nous apprécions, que nous aimons, que nous prenons comme un modèle, Franck venait tout à l'heure le dire, ils ont les écoles de foot, ils ont les académies de foot, entre autres Génération Foot, Jambars, des écoles de foot qui ont produit Sadio Mané, Ismaïl Assar, Idrissa Ganagay, ils sont très nombreux. Maintenant, posez-vous des questions. Combien de joueurs locaux figuraient dans l'équipe sénégalaise qui a été sacrée championne d'Afrique? Zéro. Aucun. Déjà, un seul joueur. Nous avons des clubs congolais qui sont régulièrement en Ligue des Champions. Écoutez, on n'attend jamais des clubs sénégalais, par exemple. Non, écoutez. Dans les derniers carrés de la Ligue des Champions. Ils ont un véritable problème avec le championnat. Le problème ici, c'est que... Le problème ici, c'est que... Le problème ici, c'est que... par exemple, non, le problème ici, c'est que nous avons... C'est la politique sportive qui est différente de la RDC. Yes. Nous, on se contente... Le meilleur joueur ne reste pas au pays. Nous, on se contente de voir un joueur de Mazembe, de Lupopo en équipe nationale. Mais ils se contentent de former un joueur. Il l'envoie à Metz, à Strasbourg, les garçons qui prennent de l'ampleur, il évolue et puis il revient pour représenter son pays. Point barre. Yes. C'est ça le professionnalisme. Mais moi, parce que cette équipe-là est très professionnelle. Non, je suis pas pour. C'est ça le professionnalisme. Je suis en train d'y arriver. Dans quel sens je suis en train d'y arriver. On va vous dire qu'un joueur local n'est pas professionnel. Ce n'est pas ça. Dans ces pays-là, on va vous dire qu'un joueur local n'est pas professionnel.
Il aura fallu que Maël quitte le pays pour se faire appeler et pour être appelé en équipe nationale. Moi, aujourd'hui, l'équipe nationale congolaise est représentée par les joueurs locaux. Point barre. Selon moi. Qui sont ces joueurs locaux-là? Il y a Chancel, il y a Méchac, il y a Fiston. Pourquoi? Parce que Edo Kayembe également. Nous les avons vus comment ils ont grandi, comment ils ont émergé et aujourd'hui comment ils sont en équipe nationale. Aujourd'hui, la question, c'est de savoir c'est quoi après la Coupe du Monde. C'est ça la question. Une très bonne question, mais moi j'ai une autre. Par exemple, quand je me pose la question, est-ce que le plus dur était de se qualifier à la Coupe du Monde ou de faire ce qui va permettre d'y rester très longtemps? Non, le plus dur au moins, c'est de savoir est-ce que nous allons maintenir ces caps après la Coupe du Monde. Parce que la Coupe du Monde apporte de la lumière. La Coupe du Monde apporte le respect. La Coupe du Monde apporte de la considération sur et en dehors du continent. Parce qu'aujourd'hui, regardez les niveaux des équipes que nous rencontrons lorsqu'il s'agit des journées FIFA. C'est le Mali, la qualité le Madagascar, les Bermudes. Pourquoi? C'est parce que l'équipe nationale congolaise n'a pas de l'impact en dehors du continent. Maintenant, moi, mon souhait, c'est quoi? C'est de voir aujourd'hui la RDC jouer un match amical, par exemple, avec une sélection comme l'Uruguay, avec une sélection comme l'Argentine, sans verser aucun rond. À cette question, Sébastien Desabre avait répondu. Hein. Il dit, mais c'est par rapport au classement. Alors, je suis en train de voir ce travail qui est en train de se faire aussi en amont. Ça est en train on doit gagner encore plus de place au niveau mondial. Voilà, on doit d'abord gagner. Et nous devons gagner du respect dans le monde entier. C'est ce qui est en train de se faire. Parce que les équipes dont nous estimons aujourd'hui être meilleures là, ils ne versent pas de l'argent aux sélections comme l'Argentine, comme la France, pour jouer un match amical. Vous avez les Sénégal qui refusent un match amical contre l'Argentine. Les Sénégal qui tiennent tête haute contre le Brésil, contre l'Uruguay, contre la Pologne, contre l'Angleterre. Pourquoi? Parce qu'ils ont les meilleurs joueurs. Le problème ici chez nous, c'est le manque de la volonté politique parce que les moyens, nous en avons. L'équipe nationale congolaise actuelle n'a plus besoin de séduire les joueurs binationaux. Je l'ai dit et j'insiste. Pourquoi? Parce que je vois dans les réseaux sociaux, non, un certain Seni Mayulu a accepté de jouer pour la RDC. Et la toile, tu vois la toile qui monte, tout ça. Mais moi, je me pose la question. Comment on peut sous-estimer les joueurs qui ont réussi à nous qualifier pour la Coupe du Monde, soi-disant qu'ils sont remplaçants dans leur club? Les Seni Mayulu, non, nous insistons pour qu'ils reviennent en tanière. Il n'est même pas les jokers d'élite de Paris Saint-Germain. Effectivement. Je vais vous donner un exemple pour finir. Nous avons un Seni Mayulu qui a 20 ans, qui est très jeune, qui est sorti de l'équipe de Clairefontaine. Voilà, c'est la plus grande académie française qui est au Paris Saint-Germain aujourd'hui. Qui fait des caprices, tout ça pour venir en équipe nationale. Mais vous avez un certain Ibrahim Mbaye, qui est sénégalais, qui a grandi en France. Presque qui a joué, de la même génération. Qui a 18 ans aujourd'hui, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Il n'a pas hésité de venir jouer pour les pays de ses parents en étant au Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui, Ibrahim Mbaye va regretter d'avoir joué pour le Sénégal? Merci non, parce que le problème chez nous, c'est que nous devons imposer le respect. C'est aussi un grand problème que nous sommes en train de se poser vraiment. Oui, en 30 Ces joueurs, ils évoluent sur le plan international. Ils passent par des écoles de foot, des académies de formation, mais pourquoi il n'y a pas vraiment ces grands résultats que nous sommes en train de ressentir du côté de Sénégalais, de grandes nations comme le Sénégal, le Maroc, la facilité de s'imposer dans leur nation. Déjà, moi, je me suis posé aussi la question de savoir c'est qui le meilleur joueur de la RDC qui évolue en Europe? Voilà pourquoi le meilleur joueur. Voilà pourquoi j'avais épinglé de la RDC qui évolue en Europe actuellement. Voilà. C'est Wan-Bissaka. Imaginez ça. C'est Chancel, mais moi c'est mon disons ça, c'était l'ex-meilleur joueur congolais. Allez, merci beaucoup Franck. Je vais vous revenir, mesdames et messieurs, assez parler sur ces grands débriefs et notamment de Léopard de la République démocratique du Congo. Un sujet très bouillant. On va y revenir prochainement, mais tout de suite, on passe au résultat. Allez, pour les résultats, on nous montre ce tableau de la Ligue des champions de l'IFA avec la phase aller des quarts des finales. Ça a été chaud puisque le Real de Madrid a été battu à domicile par le Bayern Munich. Et certains vont vous dire que c'était prévisible, mais d'autres diront que c'est une surprise. Il y a aussi la défaite du FC Barcelone. C'était un jour plus tard, le mercredi, contre l'Atlético de Madrid. C'était des chocs également qui étaient à suivre puisque le PSG s'est facilité notamment son match face à Liverpool. 2-0 à l'aller. Arsenal qui a pris également l'avantage sur Sporting à l'extérieur, 1-0. Je suis avec vous, Franck, sur le match du Real Madrid. Est-ce que vous pensez à un scénario
Un peu comme d'habitude avec le Real de Madrid du côté de l'Alliance remontada Arena. qu'on a connue face à l'Atlético de Madrid. Est-ce que c'est prévisible? Bon, le Real, en vrai, reste le Real. Et imprévisible comme toutes les saisons à cette étape de la compète. Ça tend à tout. Oh, ouais, il faut vraiment s'attendre. Il ne faut s'attendre. pas, d'ailleurs, contre Girona, Voilà. un championnat, un but partout. Un but partout. Très décevant. Est-ce que ça va motiver encore de plus les joueurs ou ça va les impacter? Voilà, Négativement. dire que ça peut les impacter négativement, ça passe pour une révolte. Ça doit passer pour une révolte, mais devant, c'est une équipe du Bayern de Munich qui, cette saison, est en train de donner bonne impression qu'ils sont inarrêtables. Qu'ils sont inarrêtables, que ce soit en championnat national ou encore sur l'échiquier européen. Et nous sommes en train de voir leur manière de jouer actuellement, depuis le début de cette année nouvelle. C'est que le Real aura vraiment du mal à refaire une probable remontada. Pourquoi? Parce que devant le Real, c'est le Bayern de Munich qui a encore ce grand souci de marquer, qui a ce grand souci de remporter la coupe après tant d'années de n'avoir pas remporté cette coupe. Et devant le Bayern, et quand on joue également en Allemagne, on sait qu'à Munich, Allianz Arena, là, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Je vous retiens par ces mots. C'est pas facile. Non, c'est très simple. Non, c'est très simple. Ce n'est pas pour rien. On dit le Real Madrid, c'est le meilleur club de l'histoire. Vous savez, même les Bayern en quittant l'Allemagne pour venir jouer à Santiago Bernabéu, ils n'étaient pas sûrs qu'ils allaient gagner. Et s'ils allaient gagner, ça devait être dans la difficulté. Pourquoi j'ai compris que cette équipe de Bayern Munich est un peu fébrile, c'est continuer en seconde période. Quand j'essaie de voir certaines choses, j'ai dit qu'il y a des choses à refaire. Aujourd'hui, dire que le Real, ça sera impossible d'aller s'imposer à Munich, moi, je m'inscris en faux. Pourquoi? Parce que c'est à Munich que le Real avait battu le Bayern 4-0. S'il y a au moins une équipe qui a brisé les rêves du Bayern Munich au cours des 14 dernières années, ça doit être le Real Madrid. Parce qu'il faut le rappeler que c'est depuis 2012, lorsque le Bayern a joué la finale de la Champions League contre Chelsea, c'était la dernière fois que le Bayern a battu le Real, et depuis lors qu'ils ne l'ont jamais battu. Alors, les matchs retour, ça serait un match très difficile, bien sûr, parce que l'Allianz Arena, on a toujours dit que c'est les temples de la correction. Mais attention, ils ont affaire au meilleur club du monde et la surprise peut venir de partout. Allez, vous vous souviendrez, club du monde en 2024, vous vous souviendrez en 2024, le Bayern était presque arrivé à se qualifier au Santiago Bernabéu, mais il y a un certain José Lou qui venait de nulle part, qui a brisé les rêves des Munichois. Tout est possible dans le football. Tout est possible. Et moi, je me dis, si le Real et les FC Barcelone n'arriveraient pas à se qualifier pour la demi-finale, je me dis le vainqueur de cette Ligue des Champions serait entre Paris Saint-Germain à nouveau ou soit le Bayern Munich. Mais ce qui est vrai, impossible n'est pas le Real Madrid parce que cette équipe, elle a toutes les capacités possibles de faire ce qui est impossible. Et Franck, qu'est-ce que vous pensez de l'Atlético contre le FC Barcelone à Wanda Metropolitano? À Wanda Metropolitano, c'est... 2 buts d'avance pour Simeone. Est-ce qu'on aura un système de jeu où on va aligner 9 défenseurs? Il peut aller avec une tactique de 5-4-1. Tout est possible. On laisse Sorlotte seul là. On sait très bien que lorsque la médiane vous trouve de balles, projetons seulement. Projetons seulement. Mais ça sera face à une bonne équipe. Mais écoutez, en Ligue des Champions, rien n'est jamais acquis. Atlético a battu, je crois, Barcelone récemment en Coupe du Roi 4-0. Et les matchs retour, vous voyez ce qui s'est passé 3-0. Tout est possible dans les footballs. Tout est possible. Et surtout avec cette équipe barcelonaise qui a trop faim, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'ici, seront éliminés, ça fera exactement 11 ans qui n'ont jamais remporté la Ligue des Champions. Vous avez l'idée d'un garçon de 11 ans, c'est déjà un grand défi. Donc c'est très compliqué pour les Bayern. Quels sont les esprits qui animent actuellement cette déformation et ces joueurs actuellement? Nous avons d'un côté le FC Barcelone avec ses joueurs, les Barcelonais veulent également arriver à un top niveau ça fait vraiment très longtemps qu'à cette étape de la compétition, le FC Barcelone était passé. Et d'un autre côté, on a un Diego Simeone qui a l'envie extrême de battre le Barcelone. Allez. Vous voyez. On espère bien. Et donc, ça sera encore un grand match qui aura, pour moi, ça sera un match serré, fermé,
dans le Il n'y aura sens, pas beaucoup de buts. il n'y aura pas beaucoup de buts. L'Atlético n'a jamais été une équipe ambitieuse. Voilà. Allez, Je ne sais pas s'ils vont nous ramener dans leur capacité des anciennes années où l'Atlético de Madrid ne parvenait qu'à marquer un seul but et on passe au bloc à Catenaccio. Allez, on bloque à tout. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck. Mesdames et messieurs, on va nous montrer cet autre tableau, notamment du tirage au sort de la CAN Maroc I-17, avec notamment la constitution des différents groupes. La RDC loge aux côtés de l'Ouganda, du Cameroun, mais aussi de la Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez du Cameroun lors du tournoi INIFAC organisé à Kinshasa. La RDC avait perdu lors de la finale. J'espère bien que ça va être possible puisque face à la Côte d'Ivoire et les Cameroun, en tout cas, ça va être un peu compliqué. Les pays organisateurs que le Maroc sera aux côtés de la Tunisie, l'Égypte et l'Éthiopie. Le Mali dans les groupes C, aux côtés de l'Angola, Tanzanie et Mozambique. Le Sénégal est dans le groupe D. Donc, on aura le Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Algérie et le Ghana. Sans transition, on va passer, mesdames et messieurs, à notre petit débrief. Sachez également qu'on est en train de chuter vers la phase classique de la Ligue Foot Première Division, avec notamment les qualifiés dans les groupes A, la zone centre-sud B. Nous connaissons les clubs déjà qualifiés, les 4 qu'on va nous montrer sur ces tableaux. Il s'agit du TP Mazembe, du Football Club Saint-Éloi Lupopo. Nous avons les CS Don Bosco et l'AS Simba du côté de Kinshasa, parce qu'officiellement, on ne connaît que les Aigles du Congo. Les autres vont venir au fur et à mesure qu'on est en train d'évoluer avec les championnats. Il ne reste que 2 ou 3 journées pour clôturer définitivement avec la phase classique. La question que je pose à Cédric tout de suite, c'est comment voyez-vous cette organisation du championnat? On est à quelques mois, puisque le championnat est censé finir au mois de mai, je pense jusqu'au 31, puisque les joueurs n'ont pas au 31, ça va être trop tard. Avant les 31 mai, puisque les joueurs vont partir, c'est vrai que localement, on n'aura pas des joueurs qui iront à l'équipe nationale. Mais qui sait? Peut-être à la grande surprise, puisque la liste définitive n'est pas encore sortie. Est-ce que les temps matériels va nous permettre d'achever les championnats cette saison? Oh, ça va permettre, lorsqu'on réalise qu'aucun joueur est local, même s'il y aura 3 blessures, ça j'insiste, même s'il y aura 3 blessures en équipe première des Léopards, j'ai doute fort qu'un joueur local serait appelé en équipe nationale. Les playoffs a été fait tout justement pour permettre à ce que les championnats puissent aller à son terme, parce que nous avons tenté avec plusieurs formules. Ça n'a pas marché. Mais moi, personnellement, je tiens à féliciter l'équipe. Parce que oui, club, ça va faire presque 7 matchs. Voilà, presque 7 matchs pour chaque club en aller-retour. Voilà. Ça va faire combien? 14? Non, ça doit faire 15 matchs. Donc 15 matchs aller-retour. Oui, mais ça sera déterminé également dans un temps record. Mais jouer 15 matchs, je pense, dans un mois, c'est un peu compliqué, très épuisant. Mais qu'à cela ne tienne, le plus important, c'est d'atteindre l'objectif. Parce que ce que nous déplorons, c'est qu'il n'y ait pas de champions dans les bureaux. C'est pourquoi il y a cette phase des playoffs pour permettre à toutes les équipes dans leur zone et aussi de s'affronter pour déterminer maintenant qui serait sacré champion. Moi, je pense qu'il y a des équipes qui sont ambitieuses. Entre autres, le TP Mazembe qui s'est montré, qui doit retrouver l'Afrique, parce que ne pas jouer l'Afrique, vous perdez en termes de finances, en termes de visibilité, tout ça. Et vous savez les conditions dans lesquelles Mazembe n'est pas allé en Afrique la saison dernière. Ils ont voulu tout justement confirmer d'abord les résultats sur terrain avant d'aller dans les bureaux. Mais Mazembe est sur la bonne voie. Je tiens à féliciter la Simba d'Écologie pour une première. Aujourd'hui, ils sont en play-off. Nous savons que Simba avait l'habitude de disputer les play-down. Et aujourd'hui, je pense que lorsqu'il y a la vision, lorsqu'il y a les moyens, lorsqu'il y a l'accompagnement, les objectifs sont atteints. Et Simba a déjà atteint un certain nombre d'objectifs et je tiens à les féliciter. Aujourd'hui, le plus important, c'est que le football congolais puisse rayonner. Nous avons besoin de bons représentants qui vont devoir aller représenter la République démocratique du Congo dans les interclubs de la CAF, que ce soit en Ligue des Champions ou soit en Coupe de la Confédération. Et ceux qui sont là aujourd'hui, par exemple, dans les zones centre-sud, ce sont les champions qui se sont qualifiés sur terrain, aux yeux et au sud de tous. Et cela n'a fait aucune contestation. C'est ce que nous voulons de ces championnats, c'est ce que nous voulons de cette Ligue de foot. Et nous espérons très bien qu'avec l'élection du nouveau comité exécutif de la Fédération congolaise de football, les choses vont prévu au mois de mai. Prévu au mois de mai. Ça va changer, avant la Coupe du Monde. Je rêve monde. très bien que nous irons à la Coupe du Monde avec un nouveau président de la Fédération congolaise. Allez, comme ça que le ministre national ne va pas jouer les rôles de la Fédération. À un certain moment, on espère. Surtout en termes de la visibilité. Oui, en termes de visibilité. Il faut quelqu'un qui a c'est la visibilité. L'équipe du monde pendant qu'il y a la présidente du Conor qui est là. C'est pas possible. Moi, je
me dit il faut avoir les prochains présidents de la fédération doivent avoir une très forte personnalité. Sinon, en tout cas, il sera Chef par les politiques. Nous connaissons toujours que même si il peut avoir cette grande personnalité, le problème est que le football actuellement, sur le plan national, est beaucoup plus dirigé par nos clubs que par la personne qui est élise au niveau de la présidence. Vous allez voir que ce sont les équipes qui les clubs, on n'a pas de football. Voilà, donc, on n'a pas des champions. Je suis très d'accord. Cette personnalité-là, où on s'élève, on s'est dit, non, même si tu es Mazembe, face à la loi, tu es caduc. Voilà un peu face à un petit problème et autres. Et sur l'organisation du championnat national, il est probable qu'on arrive à la fin, à une fin heureuse. Mais Noé, ils ont très bien accompagné l'équipe nationale. Hein. Ils ont très bien accompagné. L'équipe nationale est arrivée même à la qualification. Cela prouve qu'il y a donc les capacités de pouvoir faire mieux. Alors, pour notre championnat, ça fait très longtemps qu'on s'est beaucoup plus demandé est-ce que vraiment, ou on a toujours l'habitude plutôt de se demander est-ce que notre championnat va arriver à la fin, est-ce que ça va connaître une fin normale, est-ce que cette saison, cela peut être différent. Est-ce que vraiment les comités exécutifs qui est là actuellement peuvent vraiment nous aider à faire aboutir dans le délai convenable notre championnat? Eh bien, à l'allure que j'ai vu vraiment la phase de groupe s'est passée, il y a lieu vraiment de donner aussi des chances que le championnat pourrait terminer à une seule condition, le respect de la date. Allez, merci. Merci beaucoup, cher Franck. On vous retient par là. Et une dernière question que je vais poser à Cédric. Déçu de ne pas voir Jean-Jacques Ndala retenu parmi les arbitres à la Coupe du Monde? Très déçu, mais il doit prendre cette décision avec beaucoup de fair play parce que ça fait partie du foot. Une seule erreur peut te coûter très cash. Je suis déçu pour lui. Pourquoi? Parce que vous savez, quelqu'un qui a arbitré la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération, la CAN, l'ouverture et la fermeture et la Coupe du Monde des clubs, moi je pensais qu'il aurait au moins couronné sa saison avec cette participation à la Coupe du Monde. Mais ne pas voir Jean-Jacques Ndala figurer parmi les arbitres retenus pour la Coupe du Monde, cela veut dire qu'il paye cash son arbitrage manqué à la Coupe d'Afrique des Nations. Allez, mais en passant, je tiens aussi à souhaiter joyeux anniversaire à ma fille qui a totalisé 10 ans. Allez, joyeux anniversaire. Voilà, Eliane, ça a été un plaisir. La fille à papa. Allez, Franck, ça a été un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. En tout cas, merci. Le plaisir, c'est souvent le mien. Hein. Ça a été le mien, vraiment. Et merci de m'avoir associé à ces débats sportifs, lequel qui nous donne toujours de la joie dans un élan du fair play. On espère bien vous retrouver encore prochainement. Merci à vous, Cédric. Merci très cher Noël, merci à Franck, merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Micro. Allez, merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir regardés. Prenez soin de vous, puisque on vous retrouve également dans les prochains jours avec d'autres thèmes pour parler sport en République démocratique du Congo et à travers le monde.